Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre orange, le cadre vert et le cadre blanc afin de découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la perte. La perte, en fait, c'est la déchirure interne qu'on ressent lorsqu'une personne, un objet important pour nous, une possibilité ou même une capacité disparaît de notre vie. Et qu'il s'agisse de mort, de blessure, de séparation, de rupture ou d'abandon, ça génère au niveau psychologique un trou béant qui est creusé par des sensations et des émotions qui sont très douloureuses. Mais la perte, elle se pense, P-E-N-S-E, mais aussi P-A-N-S-E, après ce tourbillon émotionnel. Donc c'est le processus de deuil. Certains d'entre nous évitent d'y penser. D'autres vont se créer des repères avec des croyances, qu'au dernier moment on ne souffre pas, qu'il existe un sens à cette mort, qu'un destin nous attend après ce moment fatidique. Et d'autres encore, ils vont l'apprivoiser par des prières, une confrontation à l'idée du néant ou de l'inconnu. Donc la perte, c'est aussi souvent source de tristesse. C'est la fin d'un chapitre, d'une partie de nous avec ce qui part. Et la perte, elle peut aussi générer de l'angoisse, quand elle ouvre un puits qui nous paraît sans fond et qu'on n'arrive pas à combler. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir à ce que vous évoque le mot perte sur le plan émotionnel. Donc les questions groupe 1. Que vous dites-vous également lorsque vous entendez ce mot ? Sont-elles des pensées agréables, douces ou au contraire désagréables ? Quelle stratégie avez-vous mis en place pour appréhender votre mort et celle des autres ? Comment vous consolez-vous lorsque vous perdez quelque chose ou quelqu'un ? Êtes-vous aidé dans ce processus de consolation ? Qu'avez-vous ou qui avez-vous perdu ? Est-ce l'autre ? Est-ce vous ou une partie de vous en l'autre ? Voilà, groupe 1, c'est une très belle thématique. Personnellement, ça me parle pas mal. Donc, je vous souhaite une bonne remise en question, une bonne découverte à la rencontre de cette perte que vous avez peut-être rencontrée vous-même, dont vous avez et que vous avez pu expérimenter, ou peut-être pas encore, et ça va vous permettre peut-être d'appréhender une perte que vous pourriez rencontrer un moment dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de la culpabilité. La culpabilité qui fait partie de ces émotions désagréables qu'on n'aime pas tellement ressentir. En psychanalyse, on dira que la culpabilité, c'est un sentiment interne qui résulte en fait d'un conflit intérieur entre ce que l'on a fait, ce que l'on a pensé, dit et ce que l'on doit, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. C'est en fait une norme intérieure qui juge nos fautes. Elle serait donc en lien avec les interdits intériorisés de notre histoire. En psychotraumatologie, on dira que contrairement à ce qu'on pense parfois, il ne s'agit pas en fait d'une émotion négative. D'ailleurs, je le dis toujours, mais aucune émotion n'est négative. Toutes les émotions ont une utilité. Elles sont donc agréables ou désagréables, mais elles sont toutes positives. L'utilité de la culpabilité, c'est plutôt de nous dire « j'ai besoin de changer quelque chose dans mon comportement », en nous faisant sentir et penser que ce que l'on a fait, un acte donc, ne nous convient pas. Elle nous permet en fait de nous ajuster avec nos valeurs et nos envies. Et une fois qu'on a pris conscience de ce qu'on souhaite changer et qu'on se sent capable de le mettre en œuvre, ça devrait s'arrêter là. Sauf que le problème, c'est que régulièrement ça continue et on passe de la remise en question d'un comportement à une remise en question de nous-mêmes. Donc c'est plus seulement ce qu'on fait qui ne va pas, mais c'est ce qu'on est. Et ça, c'est plus de la culpabilité, c'est de la honte. Donc on attaque notre valeur personnelle, notre estime de soi, on se juge d'être quelqu'un de mauvais, mais nos comportements, en fait, ils nous définissent pas en tant que personne. Et aussi, certains actes qui ne nous plaisent pas à nous vont plaire à d'autres et inversement.
Donc la culpabilité, elle peut venir de notre héritage familial. Elle nous en apprend dans ce cas-là sur notre famille. Elle peut venir d'idéaux personnels. Dans ces cas-là, elle peut nous en apprendre sur nos valeurs ou des exigences sociétales. Dans ces cas-là, elle va nous en apprendre sur notre milieu culturel. Et elle peut venir aussi d'une protection pour ne pas se sentir impuissant face à une situation ou à un événement. Et dans ces cas-là, elle va nous apprendre comment on fonctionne. Donc se sentir coupable, c'est aussi une manière de se donner une responsabilité quand on a l'impression de ne pas avoir de contrôle. Et la culpabilité, elle peut faire à ce moment-là suite à un sentiment d'impuissance. Donc groupe 2, que cache votre culpabilité? Qu'exprime-t-elle dans cette situation? Quand vous ressentez de la culpabilité, quels sont les faits ou les comportements que vous souhaiteriez modifier pour vous sentir moins coupable? Quelle est la valeur que cela vous permettra de respecter? Et que pourriez-vous faire à la place à la prochaine fois? Voilà groupe 2. Bon bah écoutez, c'est une belle thématique. Ça peut vous donner beaucoup d'informations sur votre mode de fonctionnement. Donc je vous souhaite une belle réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur le contrôle. Le contrôle, c'est ce mécanisme dont on agrémente notre vie dès qu'on ressent de l'insécurité. Et l'insécurité, c'est le résultat des traumatismes, ces moments de vie pendant lesquels on a ressenti des émotions tellement intenses que en fait notre cerveau n'est plus parvenu à les réguler. Donc la sécurité, c'est un des premiers besoins humains sur le plan biologique. Elle est vraiment primordiale parce que quand elle n'est pas là plutôt, on met tout ce qu'on peut en place pour nous sécuriser et ça passe par remettre du contrôle dans sa vie. Et c'est pour cette raison que le lâcher-prise, c'est pas toujours possible, ni même souhaitable, selon les situations de notre vie. Donc cette maîtrise, elle peut aussi bien toucher les choses, l'organisation, que l'autre et la relation ou soi-même. Ça devient alors vite compliqué. Et il arrive que ce contrôle devienne non plus une aide ni un soutien, mais un enfermement. Et on laisse alors plus aucune place à l'inconnu. Notre fonctionnement n'a plus de souplesse et l'anxiété, à ce moment-là, elle pointe dès qu'on n'est plus en parfait contrôle d'une situation. Ce qui est plutôt problématique parce que c'est impossible évidemment de tout contrôler. Donc c'est intéressant de se poser la question de la place que prend le contrôle dans votre vie. Est-ce que vous savez, groupe 3, improviser ou vous laisser toucher par l'inattendu? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est pour équilibrer un sentiment d'insécurité? Si c'est le cas, est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous pourriez contrôler moins de choses dans votre vie? Et les personnes, est-ce que vous tentez aussi de les contrôler? Et si c'est le cas, dans quel but? Et dernière question, de quoi vous protégez-vous en essayant de contrôler les choses ou les autres? Voilà, groupe 3. Bah écoutez, je vous souhaite une belle thérapie et je vous dis à la semaine prochaine.